Mesdames et messieurs, vous êtes au bon endroit. Nous allons avoir une séance très intéressante tout à l'heure sur les revenus, les recettes que certains pays d'Afrique pourraient avoir. Je suis Joseph Oderi. Je suis très heureux d'être ici avec vous. Alors on va aller directement au centre du sujet. Donc sur vos écrans, vous pouvez voir ici. Nous avons donc le titre de ce panel-là. Donc on parle de 300 à 3000, comment faire naître une nouvelle génération de champions. Alors, très peu de pays peuvent se vanter d'avoir des revenus qui vont jusqu'à 3000 en termes de millions d'euros. Et bien entendu, on se rend clairement compte qu'il y a pas mal de possibilités pour des entreprises africaines de progresser, de s'améliorer pour pouvoir arriver au niveau de leurs collègues. Alors, comment est-ce qu'on pourrait y arriver? Comment est-ce qu'on pourrait faire de telle sorte que ces compagnies africaines puissent s'améliorer, puissent progresser, qu'elles puissent justement arriver à avoir 1 milliard de dollars en termes de revenus? Alors, nous avons quelqu'un qui sera là tout à l'heure avec nous pour avoir ces échanges. Plusieurs personnes d'ailleurs, et j'aimerais donc qu'on puisse les applaudir au fur et à mesure qu'ils arrivent. Donc nous avons d'abord Portia Derby, c'est la directrice générale de Transnet SOC. Elle a été assignée en février 2020. Elle a occupé des postes à responsabilité au sein du gouvernement sud-africain au cours d'une période de réforme économique majeure. Elle est également l'ancienne directrice générale des entreprises publiques de 2005 à 2009, responsable de la stratégie d'entreprise et de la structure du portefeuille d'investissement de 2004 à 2005. Alors, applaudissements nourris pour Madame Portia Derby. Alors le prochain, Simon Tientore, donc président de Vista Group Holding. Vista Holding. Alors, Vista Holding se focalise sur certains systèmes d'investissement, en particulier au niveau des services financiers, l'énergie, l'hôtellerie, l'agro-industrie, la santé et autres. Il a 18 ans d'expérience dans les domaines juridiques, fiscaux, bancaires et financiers. Jusqu'en 2015, il était chef de la division financement des entreprises et des services de conseil à la Banque africaine d'import-export. Il a dirigé plusieurs opérations de banques d'investissement et de marchés capitaux à travers le monde et en Afrique. Applaudissements s'il vous plaît pour lui. Alors ensuite Monsieur Hassan Hiwijiji. Son frère et lui sont des entrepreneurs de 3e génération après avoir obtenu le diplôme de l'école de commerce de Paris. En 97, ils sont dirigés vers Madagascar, donc, et progressivement, ils ont pris les rênes de cette entreprise familiale qui ensuite est devenue le Action Group, qui a donc pour objectif de devenir un champion africain. Et c'est ce que d'ailleurs j'ai cru comprendre depuis que nous sommes à Abidjan. J'ai entendu un peu quelques échos par rapport à ce qu'ils font. Donc ils travaillent dans le domaine de l'Afrique et on voit donc ce groupe gère plusieurs activités. Monsieur Hassan, bienvenue. J'espère que je n'ai pas massacré votre nom. Alors, la dernière personne, mais une personne particulièrement importante, donc, Monsieur Corneille Karikesi, directeur général du groupe Africa Ray.
Africa Re, notée A stable, est donc une société de réassurance la plus grande et solide financièrement en Afrique et au niveau du Moyen-Orient, avec un chiffre d'affaires de 952 millions de dollars en 2022. Il a contribué de manière significative au développement du secteur africain de la réassurance et est un conférencier très demandé sur les questions d'assurance et de gestion des risques. Il parle français, anglais et swahili. Ok, donc nous avons certains éléments clés dont nous allons parler concernant justement la possibilité d'atteindre 1 milliard de dollars. Alors, Portia, je voudrais commencer avec vous déjà. Alors, c'est une question assez basique, honnêtement. C'est par rapport à des propositions de valeur. Donc, si vous voulez faire un pitch pour certains clients, quelle est l'importance de cette proposition de valeur en termes de comment faire pour pouvoir convertir, donc pouvoir mettre la main sur ces clients-là. Donc, pour quelqu'un qui veut justement pitcher son idée, quelle est l'importance de cet élément? Alors, nous sommes dans un secteur assez intéressant. Nous n'avons pas vraiment eu de nécessité de se focaliser sur les propositions de valeur. Parce que quand je regarde la question, je me disais justement que dans le contexte africain, nous sommes dans certaines situations où souvent nous n'avons pas vraiment un secteur privé assez important. Donc lorsqu'on parle de ce nombre d'1 milliard, il est particulièrement élevé, mais je ne suis pas certain que dans ce secteur africain, cette zone africaine, hein, la proposition de valeur est particulièrement importante à ce niveau-là. Alors, on voit donc dans quelle mesure tout ceci, comment est-ce que tout ceci se déroule progressivement. Je pense que nous avons encore pas mal de travail à faire. Il est important que nous puissions arriver à ce stade-là où nous avons donc 1 milliard en termes de revenus, mais le fait est qu'il est très important pour nous de nous focaliser sur la méthode à employer. Il y a pas mal de travail à faire avec nos gouvernements respectifs et les entrepreneurs. Les gouvernements ont eu à travailler de façon constante pour pouvoir créer des entreprises qui pourraient être accrues, qui pourraient être agrandies progressivement. Et bien entendu, cela nous permettrait de pouvoir profiter de tous ces efforts qui ont été faits. Donc, je pense que à notre niveau, pour passer du chiffre que nous avons jusqu'à 1 milliard de dollars, il y a énormément de travail qui doit être fait au niveau du continent en lui-même en général. Merci beaucoup. Alors maintenant, on va se tourner vers Monsieur Simon. Donc on parle des alliances stratégiques. On sait qu'ici il y a pas mal de réseautage et pas mal de stratégies d'alliances qui sont organisées. Donc est-ce que vous pourriez nous parler un peu de tout ça? Comment est-ce que tout ceci pourrait permettre justement aux entreprises d'arriver jusqu'au niveau d'avoir 1 milliard? Alors c'est vrai, on parle d'1 milliard. Pourquoi on ne parle pas de 10 milliards? Pourquoi on ne parle pas de billions? Pourquoi on ne va pas plus loin que ça? Il faut qu'on puisse hausser le niveau de telle sorte que les entreprises africaines puissent y arriver. Donc, vous avez par exemple parlé du fait qu'on ne peut pas progresser sans des stratégies, des alliances stratégiques. Nous sommes basés aux États-Unis, nous avons commencé très petit et nous avons réussi à gérer donc, nos actifs progressivement. Et nous avons réussi à progresser grâce justement à nos alliances. Et bien entendu, nous avons continué à travailler avec la SFI, la BAD et beaucoup d'autres acteurs qui ont
cette même ambition. Et c'est très important si vous voulez faire croître votre entreprise dans une chaîne verticale, dans toute la chaîne de valeur, comme elle le disait tantôt, il a été évoqué que nous devons améliorer la création de valeur sur le continent. Il faut trouver les bons partenaires à toute étape où vous vous trouvez pour pouvoir améliorer votre capacité à, de façon essentielle, faire croître votre entreprise, que ce soit d'un point de vue financier ou des ressources techniques. Plusieurs personnes prennent Dangote comme exemple de succès africain. Si vous voyez comment il a procédé, vous voyez que il est parti en Inde pour trouver les bonnes personnes pour lui permettre de mettre sur pied son entreprise de ciment, de farine, faire venir les bonnes personnes pour l'aider à concrétiser sa vision, avoir le bon type de capitaux pour pouvoir atteindre ce qu'il visait. Et c'est pourquoi il est cité en exemple. Donc c'est comme ça que nous procédons à notre niveau à travers l'Afrique. Notre entreprise n'est pas d'être une entreprise à 1 milliard de dollars, on a déjà réalisé cela, on veut atteindre 100 milliards maintenant. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Monsieur Iriji, je voudrais avoir votre point de vue. Vous avez étendu votre emprise sur le continent. Quelle est l'importance des clients de la marque, des clients de marque pour atteindre cet objectif de milliards de dollars? Quand on parle de cette analogie d'investissement en portefeuille, qu'est-ce que vous faisiez? Quel est votre processus? Merci beaucoup. Quand Action a lancé son aventure pour atteindre les 20 milliards de dollars, il y avait plusieurs façons de le faire, qu'il s'agit d'une croissance organique. Récemment, nous avons fait beaucoup d'acquisitions sur le continent, mais au centre de notre stratégie, nous avions le client au cœur. D'abord, nous assurer qu'il obtient la bonne valeur par rapport à ce qu'il recherche. Donc, comment on peut définir notre client de marque? Est-ce que c'est celui qui est au niveau des télécoms qui dépense 5 à 10 dollars? Est-ce que c'est un client à haute valeur? Ou bien est-ce que c'est le client à la base de la pyramide? Pour nous, tous les clients sont clés dans notre stratégie, mais il faut s'assurer qu'on lui donne le bon prix et le bon rapport qualité-prix. Et ça, c'est très important. Tous les clients savent compter de nos jours. Vous ne pouvez pas lui donner des histoires à dormir debout, disant que je vais vous donner des remises ici et là. Vous devez identifier quel est le rapport qualité-prix et quelle est la valeur que vous leur proposez. Et ils sont au fait de la question, c'est très important. Deuxièmement, aujourd'hui, les produits et les services sont essentiels. Lorsque nous avons lancé la 4G et la 5G dans nos pays, nous avons vu, mon équipe a commencé à me dire est-ce que vous voulez vraiment faire la 4G dans des endroits reculés d'Afrique? Actuellement, en Tanzanie, on a déployé 400 sites dans les endroits les plus reculés de la Tanzanie. Et ils ont demandé, est-ce qu'ils vont pouvoir utiliser ces données-là? Ils n'ont pas ces compétences numériques. Bon, aujourd'hui, pour utiliser Facebook, on n'a pas besoin d'avoir un doctorat d'Harvard. C'est simple à comprendre et à apprendre. Donc, c'est facile. Les produits et les services, est-ce qu'ils sont à un bon niveau de qualité? C'est un troisième point. Acheter un pass, est-ce que ça me donne la bonne valeur que je recherche? Ça permet de satisfaire les clients. Quand on leur donne la bonne valeur, on leur donne les bons produits et les bons services de façon efficiente. Il faut respecter le client, ça c'est la clé. En Afrique, on doit leur donner les technologies à la pointe, les produits de la plus haute qualité. Il ne faut pas attendre 10 ans après le lancement de la 5G par les États-Unis pour adopter cela. Nous devons être très en avance. Si les États-Unis lancent la 5G en juin, on doit lancer ça en mai, par exemple. Il faut être très avec son temps. Une autre question sur l'expansion. Si une entreprise veut s'étendre, quand doit-elle le faire et comment doit-elle procéder pour pouvoir toujours atteindre cet objectif du milliard dont on a parlé? Merci.
pour cette question. Il y a beaucoup de livres qui ont été écrits sur la croissance exponentielle. Tout d'abord, il faut identifier les écarts et proposer une valeur aux clients et viser leur satisfaction, et il faut bâtir le modèle d'affaires. Dans notre cas, le modèle d'affaires, c'était de capturer les primes de réassurance qui sortent du continent, et actuellement 80% de ces primes quittent le continent. Et c'est en raison du fait que les entreprises d'assurance et de réassurance sur le continent n'ont pas suffisamment de capitaux, et la plupart d'entre eux ne sont pas en mesure d'attirer suffisamment de capitaux pour des raisons que vous connaissez, qui sont légion en Afrique. Donc vous devez être très fort dans ce que vous faites, vous devez croître dans la région. Nous, on a eu la chance de commencer la ZLECAf avant tout autre, parce que nous avons un accord dans notre entreprise qui nous permet d'avoir accès à une autorisation dans 42 pays du continent. Donc c'est un grand avantage. Je souhaite que tout le continent puisse parvenir à ce niveau dans le futur. Ça veut dire que vous pouvez opérer dans 42 pays sans avoir des problèmes de licence et tout ce qui va avec. Donc ça, c'est un avantage pour croître au niveau régional. Maintenant, pour croître au niveau international, il faut être extrêmement fort dans ce que vous faites, parce que vous êtes en train de compétir avec la crème. Donc nous nous sommes focalisés sur l'excellence, la rentabilité également. La rentabilité est très importante, car c'est ce qui nous permet d'attirer les capitaux, et la plupart de ces capitaux dont nous parlons, c'est des millions de dollars, des centaines de millions de dollars. C'est pas des choses faciles à trouver sur le continent, donc il faut discuter avec la SFI, Proparco, ceux dont on parle, et ils sont partis. Et quand ils sont partis, par exemple, DEG a confirmé que nous étions l'investissement le plus rentable qu'ils avaient fait de toute leur histoire. Donc nous avons maintenant Alliance AXA Fairfax, qui est un groupe canadien de réassurance. Donc nous sommes une entreprise qui fait face à des contraintes, mais de bonnes contraintes, c'est-à-dire je ne peux pas recruter des non-africains. Non, je dois former des Africains. Donc c'est très important. Il ne s'agit pas de lever des milliards en faisant venir des gens de l'extérieur. Donc il faut former au niveau local. Donc 2% de nos bénéfices sont alloués aux activités de formation. Donc j'espère que tout le monde fera cela, c'est-à-dire dédier 2% de votre bénéfice à la formation, pas que du personnel, mais à toutes les personnes de l'écosystème. Nous, on forme même des jeunes en bas âge. À part cela, il faut la notation. Nous sommes notés A, donc il faut faire partie des meilleurs. Donc c'est idem que Deloitte. Et croyez-moi, c'est quelque chose qui n'a pas été de tout repos. Nous avons travaillé d'arrache-pied. Nous avons investi beaucoup dans les personnes, dans les systèmes, et il faut y croire quand on le fait. Et aujourd'hui, nous avons jusqu'à 25% de nos revenus qui nous viennent de l'étranger, la Chine, l'Inde, le Brésil, l'Israël, le Moyen-Orient. Nous aurions pu aller au-delà de 1 milliard. Nous avons, comme vous savez, l'ADN qui nous limite, car on investit dans les outils africains, dans les Africains eux-mêmes. Nous sommes fiers d'avoir une mission. Nous avons une mission. Il ne s'agit pas juste de croître. Nous avons une mission. C'est la raison pour laquelle j'aime les projets qui ont été mentionnés, Dangote et tout ça. Nous devons résoudre nos problèmes. Et l'un de ces problèmes, c'est les compétences, l'expertise et la technologie. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc, nous allons parler de politiques industrielles. Nous avons des preneurs de décision, des dirigeants qui prennent part au CEO Forum, des membres du gouvernement. Donc, on vient vers vous. Transnet, vous êtes actionnaire majoritaire. Vous avez votre mot à dire dans ce qui concerne les chemins de fer et tout ce qui s'ensuit. Donc, comment est-ce que cela a pu vous aider?
dans vos projets. Je pense que c'est très important. En Afrique, on n'a pas beaucoup de membres du secteur privé. Il faut que ce dernier grandisse. Donc, si vous avez un gouvernement qui ne prête pas attention à ce qui se passe dans l'économie, vous serez en danger. Je vais prendre l'accord de libre-échange économique en Afrique, c'est une bonne idée, mais si on ne regarde pas la valeur créée en Afrique par rapport à ce qui est importé, vous pourriez vous mentir et vous dire que vous avez des exportations de valeur ajoutée, alors que tout ce qu'on fait, c'est faire venir des produits chinois et les réétiqueter et les vendre. Ça ne nous aide pas, ça nous désindustrialise. Et il faut se pencher sur un problème important, les tarifs. Donc, il faudrait voir comment, en tant qu'Africains, pays africains, nous nous donnons mutuellement l'opportunité de croître. Dans le secteur des réseaux, c'est facile d'obtenir des milliards de dollars, mais dans la fabrication, c'est hyper difficile. Même avoir 100 millions de dollars, c'est délicat. Donc, si nous devons être en mesure d'industrialiser le gouvernement, nous avons cette nouvelle opportunité avec les énergies renouvelables, les minerais qui sont nécessaires, mais ça ne se fera pas si on n'a pas de soutien. On a par exemple tous besoin de logistique. Qui va investir dans les chemins de fer? Je peux parler de cela venant de l'Afrique du Sud où on doit traiter avec des PME, des petits miniers qui viennent dans le secteur. Ils ont à peine suffisamment d'argent pour financer leurs activités minières. Ils n'ont pas d'argent pour bâtir des chemins de fer ou pour investir conjointement avec nous dans l'expansion de la capacité du réseau ferroviaire. Le gouvernement, bien entendu, a un rôle à jouer à ce niveau. Peut-être porte-t-il plus sur la réglementation, la mise en place de politiques qui promeuvent l'accès au financement, qui est un problème. Et c'est pas que les entreprises cherchent des subventions, de l'argent facile. Non, c'est de l'argent qui permet de parvenir au niveau de rentabilité. La plupart des financements que nous obtenons sont liés aux conditions des différents gouvernements. Le retour sur l'investissement n'est pas lié au mandat des 5 ans du gouvernement. Ça peut être sur 7 ans, 8 ans. Donc le gouvernement doit bien entendu jouer un rôle actif. Et ce qui est très important également, et c'est ressorti lors du déjeuner aujourd'hui, c'est que vous ne pouvez pas, et il faut qu'on passe au-delà de cela, vous ne pouvez pas être un gouvernement où vous avez la possibilité de créer des fonds souverains ou d'utiliser les caisses de retraite. Et pour moi, quand on utilise les caisses de retraite, c'est pas que celles des fonctionnaires, c'est celles qui sont dans l'économie tout entière pour pouvoir créer les bases de capitaux nous-mêmes pour co-investir avec quelqu'un, soit avec le secteur privé de notre pays ou de l'investissement direct étranger avec un lien direct avec ce que vous avez dit, qui consiste à renforcer les capacités propres dans nos pays respectifs. Oui, toujours par rapport à la politique industrielle, la communication de cette stratégie. Vous avez fait des investissements stratégiques, vous avez des portefeuilles dans plusieurs secteurs. À quel point est-ce que la communication de cette politique est importante du gouvernement vers le secteur privé? Bien entendu, cela est très important. Elle a parlé de la ZLECAf, que tout le monde évoque comme étant une opportunité potentielle de croissance sur le continent. Comme Cornel l'a dit, Africa Ray, en tant qu'institution panafricaine, a atteint ce niveau-là dans son propre contexte. Mais aujourd'hui, la ZLECAf ne fonctionnera pas, échouera même si on n'explique pas la politique qui la sous-tend et les différents garde-fous qui existent, surtout pour ce qui est du secteur privé et des PME, parce que c'est eux qui ont le plus à perdre si on ne leur explique pas cela. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une résistance dans tous les pays de la part du secteur privé, surtout les PME qui ont l'impression qu'elles seront perdues dans le processus, qu'elles seront écartées de cela. Donc, comment est-ce qu'on explique cette politique, que cela redescende au niveau des PME, des chambres de commerce des pays et du secteur privé également, et qu'on crée l'environnement propice afin qu'ils se préparent à la mise en œuvre de la ZLECAf, afin qu'ils ne soient pas écartés de cela. Si cela n'est pas fait, nous ne réussirons pas. Et comme elle l'a dit, ce que vous verrez, c'est juste des biens étrangers qui viendront en Afrique et on va les étiqueter comme des produits africains. Mais en réalité, l'économie africaine n'en tire pas parti et les PME non plus. Donc il faut expliquer les politiques, il faut vulgariser ces dernières. Et ce que nous faisons, et ça vient de mon parcours en tant qu'avocat,
Pour être un bon avocat, vous devez connaître les stratégies, les lois, qu'est-ce que le législateur dit pour pouvoir interpréter cela. On essaie de comprendre, par exemple, quels sont les plans de développement économique nationaux de tous les pays, parce que c'est le schéma directeur du développement. Ça vous dit exactement ce qu'ils veulent faire, qu'il s'agisse d'investissements dans les infrastructures, dans l'électricité, dans les télécommunications, dans la sécurité alimentaire, dans les services financiers, tout s'y trouve. Le gouvernement vous dira exactement les points d'achoppement ou les domaines où ils veulent accentuer les investissements. Donc, comprenez cela et vous pourrez avoir du succès en saisissant ces opportunités comme voie d'investir dans le continent et promouvoir le développement. C'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons à notre niveau et c'est ce que nous utilisons aussi au niveau de Vista Group pour financer nos économies. C'est ce que nous faisons pour faire croître nos économies sur le continent. Donc, nous avons parlé des politiques. Nous avons parlé de la communication, mais qu'en est-il du pan exécution? Car il y a eu des moments dans certaines nations où l'exécution des politiques, soit elle est inversée ou bien elle n'est pas menée jusqu'au bout. Je suis sûr que vous avez travaillé avec le gouvernement dans le cadre de votre expansion. À quel point est-ce que cette exécution est importante pour pouvoir permettre aux entreprises de parvenir à ce seuil du milliard de dollars? Merci beaucoup. À Action, dans notre vision de développer notre business, nous avons des secteurs réglementés, qu'il s'agisse du secteur des télécommunications ou tout autre. Donc aujourd'hui, j'ai été ravi d'entendre le Premier ministre dire que nous savons que nous n'allons pas y arriver sans le secteur privé. Et je pense que c'est la première fois que j'entends cette phrase dite avec autant de vigueur. Donc on devrait les applaudir d'avoir reconnu cela. Applaudissez, car vous êtes le secteur privé et c'est très important de voir que le secteur public comprend, que les politiciens comprennent que le paiement des impôts, la création d'emplois, le développement de nouveaux produits et services, le développement de l'économie passe par le secteur privé avec le secteur privé. Et c'est très important. Donc, à quel niveau est-ce que nous avons besoin du gouvernement? On a besoin que le gouvernement dresse la vision. Deuxièmement, on a besoin que le gouvernement mette en place le bon écosystème en matière de politique, en matière de réglementation, mais pas des choses qui vont nous bloquer. Et troisièmement, il faut trouver des solutions. Et je pense que c'est l'un des défis majeurs auxquels nous sommes confrontés dans le développement du groupe pour financer l'expansion du groupe. En Afrique, nous allons être la terre des opportunités lorsque nous aurons des solutions pour financer la base de la pyramide et lorsque nous aurons des solutions pour financer l'écosystème. Et cela est importantissime. Donc, Simon, je suis désolé, je ne suis pas sûr que nous devons devenir des entreprises à 100 milliards de dollars. Je ne suis même pas sûr qu'on ait besoin d'aller à 10 milliards ou 1 milliard. Ce que nous devons faire, ce n'est pas avoir des licornes qui dépassent 1 milliard. Bon, c'est important, bien entendu, mais il faut qu'on fasse croître nos PME. Il faut formaliser nos PME. Il faut qu'elles payent des impôts. On doit leur donner des compétences, on doit croître avec elles et c'est très important pour nous. Maintenant, pour répondre directement, lorsque le gouvernement aura mis en place les infrastructures de base, accès à l'électricité, à l'énergie et tout ce qui va avec, quand ils auront mis en place la réglementation en place, il y a deux choses également à ce niveau qui sont importantissimes. Tout d'abord, il faudrait s'assurer qu'ils sont sérieux. Et ce que je demande à tous les gouvernements, c'est qu'ils soient sérieux. Ne venez pas le vendredi soir avec un contrôle fiscal sur notre tête pour demander 1 milliard de dollars. Soyons sérieux. Et ça se produit. Aujourd'hui, en 2023, dans la salle, on peut être honnête et le dire. Je leur dis, mais vous n'êtes pas sérieux, messieurs. Soyons directs. On crée des emplois, on paie des impôts. On est sérieux, on bâtit des institutions solides et on nous demande des choses tirées par les cheveux quand même. Deuxièmement, quand on demande des nouveaux développements, des nouveaux règlements, on n'est pas là juste pour promouvoir et plaider en faveur de choses qui ne créent pas de la valeur. Donc, s'il vous plaît, ne gardez pas le dossier sous votre bras, assurons-nous d'accélérer. Il faudrait que le gouvernement soit des incubateurs, des accélérateurs. Le gouvernement devrait s'assurer que les choses fonctionnent avec célérité. Il devrait avoir une
un centre d'intérêt. C'est savoir combien de nouvelles entreprises paient des impôts et combien de nouveaux emplois sont créés quotidiennement. Donc, c'est ce qui devrait être l'indicateur de l'exécution correcte des politiques publiques. Donc, la flexibilité de la politique. Donc, il parlait de la vision, mais qu'en est-il si la politique ne fonctionne pas? Il faudrait peut-être que le gouvernement soit flexible pour dire ça n'a pas fonctionné, on va rétro-pédaler et réévaluer la situation. Merci beaucoup. On appelle ça ravaler sa fierté. Et pour ceux qui ne connaissent pas le pidgin au Nigeria, chez nous, ça veut dire ravaler, digérer. Donc, je viens du Nigeria, c'est là que mon siège se trouve. Donc, il y a eu un important ravalement par le gouvernement qui a retiré les subventions du carburant. Et ils ont dit que notre monnaie serait flottante à l'avenir. Donc, ce sont des changements qui étaient très attendus en matière de politique publique. Mais en dépit des conseils, des preuves, ça a pris du temps. Et on voit que les dommages causés par cette lenteur dans le changement prendront du temps à être inversés. Aujourd'hui, les pays sont comme tout autre système, comme une entreprise et tout ce qui s'ensuit. Les données sont là. Si vous ne faites pas ceci, vous n'obtiendrez pas cela. Surtout quand il s'agit du capital. Quand il s'agit de capital international, on parle de dollars américains jusqu'à ce qu'on ait notre propre club BRICS. Mais aujourd'hui, on parle de dollars américains. Si vous voulez de grands investissements, donc si vous ne créez pas les conditions, vous n'obtiendrez pas cela. C'est impossible. Je préférerais avoir des dollars américains, si je ne suis pas africain, dans ma banque, quelque part, sans intérêt, plutôt que d'envoyer cela en Afrique, peu importe ce que vous promettez. Parce que si vous n'êtes pas sérieux, par exemple, les informations circulent, les renseignements, les ambassades, les institutions, tout ça, elles ont ces informations. Il y a des signes évocateurs disant qu'il y a un manque de sérieux, il y a des politiques écrites. Nous avons d'excellentes politiques d'ailleurs, d'excellentes lois partout. J'étais ravi de voir, par exemple, que j'ai importé une voiture au Rwanda, je viens du Rwanda, et j'ai vu dans l'évaluation de mes impôts qu'il y avait un frais pour l'Union africaine. Et on m'a dit que ce n'est pas tous les pays qui ont mis cela en œuvre, alors qu'on doit financer nos institutions. Donc on sait que cette ZLECAf dont nous parlons ne fonctionnera jamais si on ne joint pas les actes aux paroles. Donc, je pense que les personnes devraient changer rapidement à chaque fois qu'ils ont des informations indiquant que ce qu'ils font n'est pas durable. Mais ça prend trop de temps, que ce soit pour des raisons politiques ou d'autres, de faire ce rétropédalage. Et pour nous, à notre niveau, en tant qu'entreprise, on ne comprend pas. Vous voyez, quand vous faites une affaire avec quelqu'un, vous voulez que ça marche rapidement. Sinon, peut-être que les opportunités n'existeront plus. Mais pour le gouvernement, ils ont une autre montre qui n'est pas réglée comme la nôtre et qui avance lentement, et malheureusement on doit composer avec cela. Mais il faut insister là-dessus, comme mon frère l'a dit. Merci beaucoup. Notre prochain thème, c'est au-delà des frontières, les entreprises africaines avec des ambitions internationales. J'aimerais avoir votre avis sur ce que cela signifie. Je vais commencer par vous, Portia Derby. Les ambitions internationales, qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que ça veut dire une entreprise, par exemple, en Namibie peut aller en Égypte, ou bien une entreprise en Namibie qui va aller en Norvège ou dans un autre pays, sur un autre continent? Qu'est-ce que vous entrevoyez quand vous évoquez les ambitions internationales? Je peux que parler de mon contexte. Je pense que nous, en tant que Transnet, ce que nous faisons, c'est que nous sommes à l'arrière-cour, nous connaissons l'Afrique, qui est notre maison, mais dans notre cas,
ce que nous visons, c'est des partenariats. Et oui, nous préférions avoir des partenariats avec des compagnies publiques. Si vous regardez les années 80 où il y avait des crises financières généralisées, où la Banque mondiale et le FMI recommandaient à tous les gouvernements de privatiser, et il y a eu une vague de privatisation, nous avons sous-traité des infrastructures critiques, communication, biens publics. Et quand vous donnez cela à une entreprise privée qui a un bilan financier, elle peut se retrouver, s'ils ont des problèmes, où est-ce qu'ils vont réduire l'investissement? C'est l'Afrique qui devrait être s'assurer qu'on a des infrastructures compétitives, c'est le gouvernement. Donc à Transnet, mais malheureusement, ce que nous voyons, c'est qu'il y a des capacités assez réduites en matière de logistique sur le continent. Les entreprises ferroviaires, il y a beaucoup de ces entreprises qui sont mortes. Il n'y a pas eu suffisamment d'investissement. Dans les ports, vous voyez que c'est des concessions. Il y a les ports européens qui opèrent les ports africains. Donc, ce qu'on recherche, c'est des niches où nous avons toujours des capacités locales, africaines. C'est avec eux que nous voulons nouer des partenariats parce que nous voulons rebâtir. En Afrique du Sud, par exemple, nous avons des politiques particulières. Il faut, par exemple, gérer l'héritage de l'apartheid. Il y a des entreprises avec lesquelles il faut anticiper que la compagnie avec laquelle nous allons travailler va faire venir des Ivoiriens, des Nigérians qui pourraient s'asseoir à la table du partenariat pour renforcer les capacités. Donc, à mon niveau, on doit se focaliser au niveau local. Mais je pense qu'en tant que Sud-Africains, nous avons l'expérience de grandes entreprises sud-africaines qui ont décidé de s'enregistrer dans d'autres pays. Mais ils sont revenus en Afrique du Sud et ils ont investi aux États-Unis. Ils ont souffert. Et nous aussi, on a souffert en Afrique du Sud en conséquence de cela. Donc la présomption, je pense que c'est quelque chose que nous devons gérer en tant qu'Africains. Et on pense que comme c'est européen, c'est meilleur, on doit se départir de cela et se focaliser davantage sur notre continent. Car tout le monde dit que 2050 sera l'ère de l'Afrique. Nous aurons 40% de la population mondiale et ils essayent d'investir en nous. Et nous, on n'investit pas suffisamment en nous-mêmes. Donc il y a un paradoxe à ce niveau. Et ce que vous avez évoqué, nous avons levé une obligation de 1,2 milliard de dollars au début de l'année. Il y a eu presque aucun pays africain qui a pris part à cela. La plupart de cet argent est venu de l'étranger. Donc, il faut qu'on se repenche les uns sur les autres et qu'on investisse en nous-mêmes. Dans mon esprit, c'est l'Afrique d'abord quand on parle d'ambition internationale. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais c'était très intéressant. Vous avez dit que pour des actifs stratégiques, il est mieux que ce soit l'État qui soit au contrôle. Par exemple, pour les logistiques et la télécommunication. Qu'est-ce que vous voulez dire en tant que membre du secteur privé? Désolé pour ça. Donnez-moi un exemple d'un réseau télécom qui est géré par un État en Afrique, si ça fonctionne. Donnez-moi un exemple qui fonctionne. Non, oublie jusqu'à... Oui, j'ai entendu que vous achetez cela. J'ai lu cela dans la presse en Afrique du Sud. Donc, on ne va pas lancer cela en débat bilatéral, juste pour répondre. Je pense que, en toute franchise, si vous vous trouvez dans une situation, la logistique, vous pouvez appeler les Kenyans. Lorsque nous voulions faire venir des acteurs privés dans le secteur ferroviaire, et on le fera parce que, bien entendu, vous avez besoin de dynamisme. Et d'où provient-il? C'est cet échange public-privé. Ça, je ne m'y méprends pas. Toutefois, au Kenya, lorsque nous voulions faire venir des acteurs du secteur privé, nous avons eu un appel du président Kenyatta à l'époque. Il nous a dit, faites-moi, rendez-moi ce service, ne faites pas cela. Si on fait une concession au secteur privé sans réglementation efficace, c'est juste. Mais le problème avec la réglementation, c'est que les compétences requises pour être un régulateur
c'est peut-être mieux que les compétences qui se trouvent dans le secteur privé. On l'a vu au Kenya, le secteur privé a géré le secteur ferroviaire. Ils n'ont pas investi un centime. Et j'ai vu moi-même ce manque d'investissement. Donc le problème, et il faut le dire franchement, c'est que vu que nous n'avons pas suffisamment de compétences qui sont en mesure de réglementer les conditions de la concession, de l'exploitation, tout ce qu'on met sur pied, je pense que le gouvernement doit réfléchir en long et en large à qu'est-ce que nous serions bien inspirés de détenir nous-mêmes. Et nous, en tant qu'Africains, on doit reconnaître que nous votons le gouvernement. Donc c'est notre faute. Donc pour ça, je pense qu'on est d'avis, pour dire que ça ne fonctionne pas. Je suis d'accord avec elle par rapport au fait qu'il faut investir dans l'Afrique d'abord. Et ils ont tous les deux parlé des ressources en capital qu'il faut pour financer l'Afrique. Vous avez raison, on doit investir en nous-mêmes. Et je vais prendre l'exemple des caisses de retraite. Ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Nous avons 350 milliards de dollars de caisses de retraite qui sont en dehors du continent. Moi, je gérais ce type de fonds. Et je sais de quoi je parle. C'est nous qui avons ça ou bien JP Morgan. Pourquoi vous ne pouvez pas utiliser ces fonds de retraite à travers l'Afrique? C'est un problème de politique et de loi. Parce que les lois empêchent d'investir en Madagascar, au Kenya, en Côte d'Ivoire. Donc il faut retirer ces lois et permettre à ces fonds de retraite de financer les infrastructures. Si nous voulons de l'amélioration financière, parce que le véhicule d'investissement doit être dans un certain critère, nous pouvons fournir cela, ce rehaussement de crédit, ce qui permettra d'investir et de mobiliser des ressources supplémentaires pour financer les infrastructures, par exemple ferroviaires, dont vous parlez. Mais je suis d'accord avec lui pour dire qu'on ne peut pas laisser cela entre les mains du gouvernement uniquement. Il faut impliquer le secteur privé. Ils auront besoin de financement. Nous avons le moyen de le faire avec les compagnies d'assurance qui font la notation, les caisses de retraite qui ont les finances et la Banque africaine de développement qui permet de mobiliser le capital mondial pour financer la croissance de l'Afrique. Donc, par rapport à ce partage actif au secteur privé ou public, donc d'abord, il faut savoir est-ce que c'est rentable pour le secteur privé, pour le capital privé. Je ne pense pas que c'est le cas. C'est très subventionné et c'est très risqué d'un point de vue politique et d'un point de vue économique. Et toutes ces grosses sommes dont nous parlons, ils ne veulent pas être rétribués dans les monnaies locales. Ils veulent être rétribués dans leur propre monnaie. Donc, si on ne règle pas cette question, nous allons avoir des financements bilatéraux. Ils vont nous donner des yens, des prêts à long terme ou des dons. Mais si on parle de capitaux qui viennent des marchés, de la bourse, c'est difficile de convaincre quelqu'un. Par exemple, si on prend le cas du Nigeria, c'est une immense opportunité dans le secteur de l'électricité, mais personne n'investit en raison de beaucoup de problèmes structurels, beaucoup de problèmes en matière de législation qui ne peuvent pas attirer qui que ce soit, à part Dangote, peut-être. Je voulais juste revenir sur un des éléments. Je pense que vous devriez pouvoir financer vos infrastructures de façon locale. On a eu à gérer une transaction, par exemple, avec le Burkina, également avec la Côte d'Ivoire. Une transaction de plusieurs millions de dollars, à peu près 600. Et on a travaillé avec donc le ministère des Finances pour pouvoir trouver des méthodes par lesquelles on pourrait s'appuyer donc sur certains éléments dans le système financier, de telle sorte qu'on puisse avoir un financement apporté en avant, d'abord, avant de pouvoir démarrer l'activité. Donc, en fait, il y a plusieurs méthodes. Vous travaillez au niveau des mines, par exemple, au niveau de l'Afrique du Sud, etc. C'est des choses qu'on fait au fur et à mesure, même au niveau de la Guinée. On arrive justement à financer l'économie avec la monnaie locale. Et les banques locales, une fois qu'elles arrivent justement à identifier leurs dû,
il est beaucoup plus aisé pour pouvoir continuer sur cette même méthode-là. Bien entendu, on devrait pouvoir trouver un moyen d'améliorer, donc faire un rehaussement de crédit. Et à partir de là, on pourra justement financer l'expansion de vos infrastructures et tout autre aspect. Il faut juste qu'on puisse trouver le moyen de financer cet élément. Alors, je voulais revenir sur ce point-là, justement. Est-ce que vous pensez, parce qu'en fait, on est une économie globale interconnectée, quand on parlait justement de cette monnaie globale mondiale, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est faisable, en particulier au niveau des infrastructures dont chacun des pays aurait besoin et quel impact cela pourrait justement avoir? Bon, d'abord, je voudrais répondre à la question de Corneille. Ça dépend en fait de ce que vous appelez infrastructure. Donc, je suis entièrement d'accord si on parle, par exemple, des rails. Je suis d'accord avec Portia. Par contre, quand on parle d'autres projets depuis ces 10 dernières années en termes de génération d'énergie, tous les éléments ont été financés et développés par le secteur privé. Ça veut dire tout simplement qu'ils ont un retour intéressant sur ces éléments, hein. Que ce soit au niveau des réseaux, la fibre optique, etc. Tout ça, c'est par le secteur privé, pratiquement à 90%. Maintenant, pour revenir à ce que vous étiez en train de dire, évidemment, il est important pour nous d'avoir donc des leçons très claires. On ne devrait pas avoir de décalage au niveau des monnaies. Il ne faudrait pas qu'on ait des monnaies différentes en fonction justement de nos possibilités de financement et de refinancement. Par contre, actuellement, nous n'avons pas les outils nécessaires pour pouvoir financer justement nos business et nos économies. Je suis très content de voir qu'il y a justement des compagnies d'assurance aussi extraordinaires qui ont des notations très intéressantes qui pourraient justement aider les banques pour pouvoir apporter des solutions aux PME et aux autres entreprises. L'année dernière, pour pouvoir financer notre acquisition en Tanzanie, on a été contraint d'aller au niveau du marché américain, marché des obligations américains pour pouvoir obtenir de l'argent parce qu'on n'avait pas assez de capitaux locaux pour pouvoir financer cela. Mais j'aurais vraiment aimé ne pas qu'il y ait de décalage entre les différentes monnaies, mais j'ai été obligé de le faire. Et d'ailleurs, on se rend clairement compte que ce n'est tout simplement pas aisé. Et en plus de ça, très souvent, il n'y a pas assez de liquidité dans le marché. Il y a très souvent des limites. Il est très important qu'on puisse justement trouver des moyens pour pouvoir faciliter l'apport de capitaux. Il est important que nous puissions avoir, en termes de gestion des corporations, il est important qu'on puisse institutionnaliser notre secteur privé de manière à ce qu'on puisse accueillir des investisseurs internationaux. Et c'est un élément très important. L'un des défis réels que nous avons actuellement, c'est de s'assurer que nous puissions répondre aux besoins de la finance internationale en apportant justement toutes sortes de rapports de manière à ce qu'on puisse nous apporter ce dont nous avons besoin. Si vous voulez pouvoir arriver à 1 milliard de dollars, faites en sorte qu'en termes de gestion de votre entreprise et tous ces autres éléments, vous êtes les meilleurs. C'est un élément clé pour pouvoir atteindre ce niveau. Sinon, en termes de financement, c'est particulièrement difficile. Merci beaucoup. Alors, docteur, comment est-ce que vous percevez les choses pour le financement de ces projets? Alors, en fait, c'est un problème assez important. À notre niveau, nous faisons nos financements en dollars US, mais nos recettes sont en monnaie locale. Donc, c'est très intéressant, moins qu'on puisse dire. Il est important d'avoir une gestion du risque très forte. Bien entendu, c'est un risque, on ne peut pas l'éviter entièrement. Vous avez un mélange donc de vos revenus en dollars et très souvent vous êtes contraint d'investir au niveau de la Banque des États-Unis, Bank of America, toutes sortes d'autres banques américaines. Par exemple, même au niveau de l'Afrique du Sud, le régulateur nous permet d'investir jusqu'à 25% en dollars US. Et enfin, même en monnaie étrangère.
Et cela montre clairement qu'il est important que vous ayez ce mix-là, ce mélange-là de revenus. Sinon, vous aurez des difficultés. Parce que moi, j'appelle ça toujours une bombe nucléaire, parce qu'en fait, ce que ça a tendance à faire, c'est que depuis 2016, et même après Covid, il est clair que nous sommes arrivés à un stade où il y a un véritable ralentissement. Il y a un véritable ralentissement en termes d'apport. Il y a énormément d'entreprises qui ont commencé à investir en Côte d'Ivoire et elles ont justement tendance à venir investir en dollars US. Moi, à mon niveau, je suis au courant d'une entreprise qui a investi à peu près 300 millions d'euros et après 7 ans, la valeur de cette entreprise a chuté pratiquement d'un tiers. Donc bien entendu, tant qu'on n'aura pas réglé ce problème-là, on ne pourra pas progresser, d'autant plus que quand on regarde la question des revenus, en termes de croissance, on voudrait pouvoir arriver justement à 1 milliard. C'est tout à fait normal. Mais même là, on est en train de dire 1 milliard, mais en dollars. Vous-même, vous vous rendez compte, vous voyez, on ne parle même pas de nos monnaies locales. Donc, en tout cas, on voit en tout cas une croissance au niveau des entreprises du continent de près de 13%. Et tous ces éléments-là indiquent clairement qu'on est sur la bonne voie. Depuis janvier jusqu'à aujourd'hui de cette année, la dévaluation des monnaies africaines est déjà à 80% et on est dans le mois de juin. Donc si vous voyez à côté de ça l'inflation qu'il faut aussi y ajouter, ça complique particulièrement les choses. Et bon, nous sommes tous là à notre niveau, même avec notre conseil d'administration, on essaie de discuter, parler des chiffres, trouver des moyens par lesquels nous pouvons croître. C'est quelque chose d'assez délicat, c'est un élément qu'il va falloir qu'on puisse régler et il faut aussi que les gouvernements jouent leur rôle. Je regardais la dernière fois une vidéo du président de l'Ouganda et qui disait que si les étrangers n'investissent pas dans notre pays, on va devoir réorganiser nous-mêmes nos dépenses. Et on a très souvent tendance à être dans une situation où on dépense plus qu'on ne gagne. Donc tout ceci est important à tous les niveaux. Alors, toutes ces entreprises dont on parle, tous ces éléments sont gérés en dollars US. Par exemple, en Éthiopie, nous avons près de 45 millions de dollars en monnaie locale. Nous avons l'intention d'en faire usage pour pouvoir construire un bureau, un immeuble. Nous avons fait un appel et personne n'est venu. Et au niveau des conditions, si ce n'est pas en dollars US, personne ne veut se joindre à votre projet. Et il y a des centaines de contractuels, mais on n'a vu aucun mouvement à leur niveau. Donc c'est quelque chose qui doit être réglé. C'est inévitable. Pour pouvoir justement arriver à 1 milliard, il faut que cette histoire-là soit gérée. Si vous arrivez à croître de près de 10% dans le pays, avec la monnaie locale, quand on compare avec une autre entreprise qui fait les mêmes performances dans un autre pays, on voit la différence. Il y a un avantage au niveau des pays qui font usage de ces monnaies étrangères. Quand on regarde le Nigeria, par exemple, de 2014 à 2022, les entreprises, une entreprise en particulier qui avait commencé à chuter à près de 14%. Je voulais parler d'un autre élément. L'une des raisons pour lesquelles ça pose éventuellement problème, c'est l'aspect intense de la gestion de nos entreprises. Quand on parle d'importation, cette monnaie-là, on importe en euros ou en dollars. Et il est très important pour nous de trouver des moyens pour pouvoir s'industrialiser, parce que si on arrive à le faire et qu'on réduit le niveau d'importation au niveau de nos pays, on sera dans une situation où on aura un certain équilibre par rapport au coût de la monnaie locale et au niveau de vos revenus. Ce que je voulais indiquer, c'est que
Pour ceux qui me connaissent, ils savent que c'est quelque chose dont j'ai eu à parler, en particulier en Afrique du Sud, dans notre contexte, parce que les Africains, les Noirs, n'ont pas toujours eu la possibilité d'investir dans ce genre de domaine. Donc quand on parle en termes d'expansion, par exemple, des rails, on sait qu'il va falloir apporter une certaine quantité de manganèse et tout ça. Et disons juste que c'est une classe d'actifs qui ne sont pas toujours disponibles à tout le monde, parce que le seul moyen par lequel on pourrait y arriver, c'est au travers des fonds de pension. Et en fait, ces fonds-là sont, disons, la voie à suivre pour l'instant. Donc, on essaie de changer ça. Alors, actuellement, au niveau de l'Afrique du Sud, nous avons des méthodes d'économie, mais qui sont communales en quelque sorte. Donc en général, on a tendance à dire qu'on va l'utiliser pour peut-être des funérailles ou bien certaines causes de célébration. Donc on met donc notre argent ensemble. Donc on essaye de voir dans quelle mesure on pourrait établir un système de ce genre-là, une espèce de club d'investissement avec un certain montant minimum. Comment est-ce qu'on pourrait créer une classe d'actifs ou certains instruments financiers qui pourraient nous aider grâce à donc ces fonds-là pour être utilisés et pour investir directement dans une infrastructure. Donc on essaie de faire de telle sorte qu'il y ait une démocratisation de nos investissements et qu'il y ait beaucoup plus de participation. Parce que quelle est la chose la plus grave au niveau de l'Afrique? C'est que vous êtes citoyen d'un pays et vous n'arrivez à ne rien faire en tant que participant actif au niveau de l'économie de votre propre pays. Donc on a tendance à voter, certes, mais au-delà de ça, on ne fait rien de concret. Donc je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Donc 1 milliard de dollars, je ne pense pas que ce soit particulièrement intéressant. C'est beaucoup plus une question de comment est-ce qu'on pourrait y arriver. Quand on parle du gouvernement comme ça en général, c'est très difficile de changer de direction lorsque nous sommes gouvernement. Parce que quand vous êtes le gouvernement, vous devez faire attention à certaines choses que vous pourriez éventuellement changer au niveau de l'établissement de certaines politiques. Donc aujourd'hui, j'estime que on devrait se poser la question de savoir comment est-ce qu'on peut développer des économies solides. Au niveau où nous avons donc des PME qui deviennent essentiellement des parties prenantes actives, et à ce stade-là, on peut justement se tourner vers la recherche de champions nationaux. De toute façon, vous ne pouvez pas avoir de champions nationaux si vous n'avez pas réussi à construire quelque chose depuis le début. Je pense que c'est ça qui constitue le véritable défi lorsqu'on parle justement de cette entreprise qui a de la valeur à 1 million de dollars. Bon, dans ce cas de figure, peut-être même que je devrais faire usage du rand, qui est donc la monnaie de l'Afrique du Sud. Moi, je considère cela comme étant un privilège d'avoir la possibilité de gérer une entreprise qui est la propriété de l'État. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que je n'ai pas justement à me préoccuper de certains aspects administratifs et tout ça. Et je me demandais comment est-ce qu'on pourrait justement faire usage de nos différentes méthodes pour pouvoir faciliter un certain travail. Par exemple, si on arrivait en Côte d'Ivoire, comment est-ce qu'on pourrait faire de telle sorte que, en regardant les 5 années qui sont passées, on pourrait dire on a effectivement fait un véritable travail, on a inclus des PME, on a inclus donc des locaux, etc. Et donc, c'est un élément qui est très intéressant sur lequel on doit se focaliser. C'est à nous de trouver des moyens pour rester connectés aux gens, à tout le monde. Alors, cette conversation de monnaie, justement, j'ai hâte de vous poser la question. On a parlé du rand de l'Afrique du Sud, on a parlé de la contribution au niveau de l'Union africaine. Je voudrais savoir, est-ce que tout ceci serait plus aisé, cette monnaie, si on avait une monnaie commune? Bon, je vous vois croiser les bras, vous n'avez pas l'air de vouloir en parler. Quelqu'un voudrait en parler? Si nous avions une seule monnaie au niveau de tout le continent. Alors, je pense que c'est quelque chose d'assez particulier parce que la fluctuation des monnaies, comme vous avez eu à le dire, a tout simplement tendance à user vos richesses. La raison pour laquelle vous voyez donc
de la croissance au niveau de certaines entités, certains pays comme ici, on voit en fait comment est-ce que c'est parce qu'il y a une fixation qui a été faite au niveau du taux du CFA par rapport à l'euro, parce qu'il y a justement ce soutien-là venant de l'euro. C'est à partir de là qu'on peut se permettre effectivement de faire des demandes de prêts, de lever des fonds, etc. Et pouvoir trouver en fait le moyen éventuellement de payer. Mais si vous êtes au Ghana, au Nigeria, au Madagascar, d'autres pays qui se retrouvent dans la zone vers peut-être Sierra Leone, la Gambie, une zone qui n'est pas couverte par le CFA, c'est beaucoup plus difficile, c'est plus délicat. Alors à un certain niveau, soit vous rassemblez pour avoir une seule monnaie que vous pouvez utiliser tranquillement, ou faire autre chose. Moi, je considère que la ZLECAf ne sera pas une réalité si nous n'avons pas une monnaie commune. Je pense que actuellement, il y a un système qui est en train d'être mis en place qui s'appellera le système de paiement cross au travers des pays. Donc, ce système de paiement-là permettrait justement à certaines personnes qui seraient par exemple au niveau du Ghana de faire des achats avec la monnaie ghanéenne, même si l'achat en question est fait au niveau du Nigeria par exemple. Parce que en fait l'objectif justement c'est d'arriver à un stade où on peut acheter des produits localement au niveau de l'Afrique au lieu de les acheter à l'extérieur. Ce problème systémique que nous avons qui fait que nos économies sont constamment en train de se faire en dollars. Quand vous importez ce que vous devez importer de l'étranger, que vous payez en dollars, tout ceci a tendance à ralentir la croissance économique au niveau de l'Afrique. Et c'est quelque chose qui doit pouvoir se faire à tous les niveaux. Au Maroc, en Afrique du Sud, etc. Il est important de pouvoir trouver les bons moyens. Et tout ceci est valable pour le Sénégal, le Kenya et tout autre pays africain. Il y a toujours des éléments que vous pouvez utiliser comme éléments de pression pour pouvoir arriver à ce stade-là. De toutes les façons, moi je suis convaincu qu'il faille à tout prix avoir une monnaie commune. Je comprends que ce soit un sujet particulièrement délicat dans le marché de l'Afrique centrale. Et bon, je pense que, enfin, on va s'arrêter là. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut en parler? Oui. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous. Si nous avons une seule monnaie, ce serait justement l'élément chamboulant qui nous permettrait d'atteindre nos objectifs. Si on arrive à finalement avoir une monnaie commune, ce serait vraiment un élément très important pour le développement. Et il faut dire que nous avons encore du chemin à faire. Il est important que nous puissions faire des échanges commerciaux entre nous. On doit pouvoir gérer la question aussi de la logistique, du transport, etc. Et même quelque chose de vraiment d'extraordinaire, de pouvoir voyager de l'Est à l'Ouest. Parfois, il est beaucoup plus aisé, par exemple, de faire des voyages en passant par l'Europe, par exemple. Il faut qu'on règle ces problèmes de voyage, mais également à tous les autres aspects. Donc pour l'instant, on est encore au stade des souhaits. Alors, je vois un peu ces personnes qui critiquent le franc CFA. Je vois que actuellement, ces personnes-là ont réduit en nombre, en particulier avec ce qui se passe au niveau des autres monnaies. Mais avoir donc cette monnaie-là peut également constituer un handicap dans certains cas de figure. Donc l'objectif, c'est de faire de telle sorte qu'on puisse avoir un règlement qui soit assez strict, de telle sorte que tous les pays puissent se plier aux mêmes règles. Donc je pense qu'on devrait déjà commencer par ça pour ne pas qu'il y ait un impact sur nos économies. On doit s'accorder sur toutes ces règles-là tous ensemble. Nous savons qu'au niveau de nos pays, on a des entreprises qui sont parfois fragiles. Et bien entendu, on va se retrouver dans un système où elles seront exclues systématiquement. Ou de toutes les façons, à un moment donné, partiront d'elles-mêmes. Bien entendu, vous pouvez quitter une zone et une monnaie particulière et vous retrouver ailleurs.
Pour l'instant, j'estime qu'on est encore loin de notre objectif, mais il y a quand même certains gestes, certains produits que nous pouvons échanger entre nous, tout comme certains services. Et je pense bien entendu que on peut s'entraider mutuellement pour pouvoir y arriver. Mais en tout cas, on n'ira pas très loin si on n'a pas de monnaie commune. Alors, moi, je ne vais pas utiliser la monnaie comme mon exemple, puisque je considère qu'une seule monnaie demande un peu trop de convergence entre les différents pays. Je pense que c'est trop demandé. Il y a très peu de pays qui, je pense, réussiront à se rassembler comme ça. Mais je pense que peut-être l'Afrique de l'Ouest doit déjà pouvoir trouver le moyen de se séparer de l'euro. Sinon, ils n'arriveront pas à s'améliorer et à vraiment devenir producteurs. Je considère cela comme étant un fait. Alors, le problème, les tout petits problèmes que moi j'ai remarqué, c'est que par exemple le manganèse concernant les batteries électriques, alors deux des plus grands producteurs de manganèse sont en Afrique, donc le Gabon et l'Afrique du Sud. Est-ce qu'on ne peut pas tout simplement appeler pour leur demander combien est-ce que vous exportez? Et on se rend compte entre ces deux pays, il n'y a que s'ils se mettent ensemble, ils pourront justement contrôler le marché mondial. Ce sont des petites choses qu'on devrait pouvoir faire en fait. Ok, nous avons 9 minutes. J'aurais vraiment aimé qu'on puisse continuer ces échanges là, mais je voudrais maintenant poser des questions concernant la question des compétences. Quel est l'impact des compétences sur ces entreprises afin qu'elles puissent atteindre donc ce nombre de 1 milliard? Alors, comment est-ce que vous percevez un groupe d'employés qui soit proprement formé, qui ait les compétences nécessaires? Alors, je pense que c'est un élément clé. Je pense qu'il est important déjà de se rendre compte qu'il y a énormément de talents et de compétences en Afrique. Il y a beaucoup de personnes également qui ont été formées à l'extérieur. Je fais partie de ces gens-là même d'ailleurs, puisque j'ai grandi aux États-Unis. Et on a tendance à recruter des Africains d'abord, en premier. Donc, on essaie de voir si ces Africains-là peuvent faire quelque chose au niveau de nos entreprises avant que nous cherchions à embaucher à l'extérieur. Et je pense que comme vous avez eu à le dire tout à l'heure, vous parlez de 20%. Ah, c'était plutôt 2%. Donc vous parlez de 2% de vos revenus qui doivent être injectés dans la formation. Il faut dire que nous, à notre niveau, au niveau de notre capital humain, notre stratégie de capital humain, il est important, on a indiqué, et cela est important, il est important de former donc vos employés, faire de telle sorte que vos employés puissent apprendre ce dont ils ont besoin pour atteindre leurs objectifs, que ce soit des questions de formation, des langues ou d'autres compétences. Nous prenons toujours nos employés et nous organisons justement des événements, des périodes de formation. On profite de toutes sortes d'opportunités pour pouvoir justement permettre à nos employés d'apprendre et de pouvoir être plus performants. Ils apprennent donc de nouvelles méthodes, ils se familiarisent avec de nouveaux outils. Et le fait est que si vous donnez aux employés la possibilité d'apprendre, de s'améliorer, etc. Ils auront justement tendance à rester avec vous et à vous apporter tout ce dont vous aurez besoin en termes de compétences. La réalité, c'est que vous ne pouvez pas être particulièrement compétente dans le domaine de l'acquisition si vous n'avez pas la possibilité de former vos employés qui seraient donc à même de gérer la question de l'acquisition et pouvoir intégrer donc cet actif que vous auriez acquis au sein de votre entreprise. Donc on essaie de travailler du mieux qu'on peut pour pouvoir faire de telle sorte que nous comprenions clairement qu'est-ce que nous sommes en train de faire, quelle est notre stratégie d'intégration. Il est important d'avoir plusieurs méthodes de suivi et évaluation, par exemple, qui vous permettront d'évaluer votre capital humain. Merci beaucoup.
Alors, ce que nous avons remarqué, c'est qu'au niveau de l'Afrique, nous avons vraiment énormément de talents, de compétences, que ce soit au niveau du marketing commercial, de la finance, etc. Vous pouvez toujours les trouver. Mais là où nous avons quelques difficultés encore, c'est dans le domaine d'éthique, de l'intelligence artificielle, de l'aspect numérique en général. Donc, il est important de pouvoir mettre l'accent sur ces aspects. On voit tout autour de nous, dans le monde entier, qu'il y a un véritable changement au niveau du domaine de la technologie. Donc, il est important que nous puissions apprendre justement comment gérer tout ça. Il est important que nos enfants apprennent à écrire des lignes de code, qu'ils aient la capacité justement de pouvoir mieux comprendre tout ce qui serait présenté. On a également commencé récemment une stratégie qui nous permettrait éventuellement de répliquer quelque chose qui a été fait aux États-Unis, en France. C'est une école qui s'appelle donc École 42 et nous faisons de telle sorte que cette école puisse former des personnes qui auront une information assez solide par rapport à la manière dont les choses évoluent actuellement, que ce soit sur le blockchain ou les nouvelles technologies. Et c'est une école qui est gratuite. Donc, vous avez la possibilité justement de travailler et de vous améliorer. Il est important que vous puissiez comprendre comment tout ceci fonctionne. En tant que membre du secteur privé, il est important qu'on ait ce genre d'idées pour pouvoir créer un impact au niveau du monde entier. Le deuxième élément, c'est qu'il est important que nous incluions d'autres éléments au-delà de la formation. Il est bien d'améliorer les expériences de nos employés. Il est important qu'ils puissent trouver le bon objectif, qu'ils soient inspirés, qu'ils fassent partie de quelque chose de grand qui aura un impact donc sur tout ce qui est fait actuellement. Donc, je pense que ça c'est très 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 important. Vous avez déjà parlé de la formation. Est-ce que vous voulez ajouter un autre élément au niveau des compétences? Oui, alors à notre niveau, dans notre secteur, il y a énormément de manque en termes de compétences et la raison c'est que c'est un domaine qui est très pointu. Ce n'est pas vraiment, on ne traite pas dans les compétences générales, c'est beaucoup plus pointu. Quand on regarde ces personnes-là qui reviennent de l'Occident après avoir été formées, en fait, ce sont ces personnes-là qui, parmi autant d'autres, pourraient nous aider pour le processus de formation des locaux. Donc, il serait important que nous ayons une alliance avec tous les PDG ici du Africa CEO Forum. On devrait pouvoir établir une alliance qui nous permettrait de former donc nos employés. Parce que dans certains pays, vous êtes forcé par le gouvernement de former vos employés. Par exemple, en Afrique du Sud, c'est le cas. Vous êtes contraint de le faire. Donc, il est important que vous le fassiez et une chose est certaine, vous devez faire des rapports à chaque fois. Vous devez pouvoir dire combien d'heures se sont écoulées, combien de personnes ont été embauchées. Et il est important que vous puissiez justement former ces jeunes gens qui viennent des universités. En général, la formation qui est faite au niveau des universités est plutôt théorique. Donc, à vous, il est important pour vous justement de former ces jeunes gens-là afin qu'ils puissent progresser. Il faudrait qu'il y ait une formation sur le terrain. Je pense qu'on ne forme pas assez. Donc, c'est clair que les gouvernements ne forment pas exactement le nombre de personnes dont nous avons besoin. Donc, il nous revient de le faire pour pouvoir obtenir ce qu'on veut. Donc, investissez dans vos employés sur le long terme et comprenez que nous ne pourrons pas être industrialisés, qu'on ne pourra pas arriver justement à 1 milliard de revenus. On ne pourra pas arriver à plusieurs choses. Bien entendu, tout ça est dû à ce manque de travail ensemble. Au fait, je suis bien content d'avoir quelqu'un qui représente donc l'État, ok, au lieu d'avoir uniquement que des PDG.
Donc, à vous le dernier mot. Alors, je voudrais dire que je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense qu'on est tous sur la même longueur d'onde en termes de talent. Sur le continent, nous n'avons pas de pénurie. Par contre, nous n'avons pas vraiment la bonne vision. Par exemple, je vous donne un exemple. Au niveau du Ghana, dans le secteur automobile, le Ghana essaye de réindustrialiser la fabrication des véhicules avec certains éléments. Donc, on se pose la question de savoir où est-ce qu'on pourra avoir des compétences. Donc, si vous allez au Ghana, par exemple, s'il vous plaît, allez à cet endroit qui s'appelle Magazine. C'est un petit endroit et observez l'endroit avec les yeux d'un industriel et observez les compétences. Quand vous marchez, vous allez voir qu'il y a toujours des parties du véhicule qu'ils arrivent à fabriquer. Et ils arrivent à le faire en général sans avoir les machines appropriées. Et ça pourra être fixé à l'intérieur d'un véhicule et le véhicule fonctionnera. Donc, nous avons passé du temps là-bas et je pense qu'un élément essentiel, c'est que quand on regarde un peu, on paye pour des personnes pour aller se former, mais je pense qu'on n'investit pas assez dans l'équipement que nous avons dans nos centres de formation. Je pense qu'un élément très important sur lequel nous devons nous focaliser est très important, donc je vais en parler. Il faut qu'on travaille sur certains aspects, par exemple apporter de la nourriture ou d'autres ressources. Donc si nous n'investissons pas dans la possibilité de moderniser donc nos structures, on n'y arrivera pas. Donc il est important pour nous de le faire. Par exemple, combien de nos groupes ont des machines qui sont appropriées au travail de laser, par exemple, avec la plupart des éléments pour la fabrication des véhicules. Un autre élément qui est important aussi, c'est les acquisitions de propriété intellectuelle. On voit que ce sont des choses qui se font très rarement, en général avec de grandes entreprises venant du monde entier, vous donnant donc cette petite partie, là, ce petit élément. Et bien entendu, personne n'a l'intention d'investir. Et bien entendu, il est important que nous puissions travailler à ces aspects-là pour pouvoir améliorer progressivement. Donc là, je parle de mon pays en particulier, c'est légal, donc il est important de faire de telle sorte que vos employés soient formés. Mais personne ne pose la question de savoir si nous investissons dans les infrastructures de formation. Donc, gardons ça à l'esprit. Merci. Mesdames et messieurs, applaudissements pour nos différents panélistes. Nous avons donc Portia Aderbi, Simon Thiem Toré, Hassan Irigé et Corneille Karizeki. Thank you. Merci beaucoup.